les gens, quoi. Pas pour moi, en fait. Bonjour Aurélia Schneider. Bonjour Pierre-Jules. Alors Aurélia, vous êtes psychiatre et vous êtes, je ne sais pas si vous êtes née à Joigny, mais vous êtes jovinienne quelque part. Oui, moi j'ai fait en fait mon cursus secondaire à Joigny, parce que j'étais au collège et au lycée, le lycée de Joigny, et j'ai passé mon bac à Joigny. Voilà, je suis une bachelière de Joigny, arrivée à Paris après pour les études de médecine de fait. Donc vous êtes médecin, Oui. psychiatre, Oui. vous avez un cabinet à Paris. Oui, et également des consultations à l'hôpital, à l'assistance publique, à Saint-Antoine et à Bicêtre. Voilà, donc vous êtes une professionnelle avérée, confirmée, avec 25 ans de... Ah bah écoutez, j'ose pas le dire, parce que ça me vieillit. Oui, c'est à peu près 25 ans de consultation sur le thème des thérapies comportementales et cognitives. Parce que donc c'est un domaine spécialisé de la psychiatrie. Voilà, c'est un domaine spécialisé qui permet en fait de travailler sur à la fois son style de pensée, sur ses comportements, sur ses émotions, et d'arriver à mobiliser des ressources comportementales qu'on n'aurait pas si on n'avait pas réfléchi aux objectifs qu'on se donne. Ce sont des thérapies très pratiques, très concrètes, sur des changements qu'on souhaite avoir. Et qui concerne donc tout le monde finalement, à l'exclusion des cas lourds. Alors, qui concerne en fait beaucoup les anxieux, puisque les anxieux sont en fait des gens qui sont très performants, mais qui quelquefois se prennent les pieds un petit peu dans leur perfectionnisme et dans leurs angoisses. Donc la psychothérapie comportementale permet de réguler des comportements excessifs, et ça s'intéresse aussi aux déprimés qui ont, on pourrait dire, des schémas de pensée dans la tête, qui les cantonnent toujours dans la même façon de fonctionner, assez négative, qu'on voudrait changer. Oui, mais ça, on est tous comme ça. On a forcément des... Oui, on a des fonctionnements un peu, on va dire, comment je pourrais dire, un petit peu stéréotypés, un petit peu les mêmes, parce qu'ils nous rassurent. La plupart du temps, c'est qu'on est rassuré par des choses qu'on connaît bien. Donc des comportements, même un peu anciens, même des dysfonctionnements, mais du moment qu'on s'en sort, on les garde. Oui, ou ce sont des répliques, ou des emprunts. Oui. D'attitudes qu'on a vues autour de nous, les parents, oui, des modèles, des modèles familiaux, et qu'on n'a pas forcément investi ou revisité. Alors oui, qu'on n'a pas critiqué, en effet, qu'on n'a pas réadapté à soi-même. Tout à fait, je suis d'accord avec ça. Parce qu'on ne se connaît pas soi-même. Parce qu'on se connaît peut-être pas très bien, ou surtout on n'ose pas trop aller là où on ne connaît pas. Et ce qu'on connaît, on le garde en se disant « Bon, je sais ce que c'est pas parfait, mais ça fonctionne pour l'instant et c'est bien comme ça. » Alors la charge mentale des femmes, oui. On voit ça sur la couverture d'un livre qui oui. sera en librairie le 6 février. Le 7. Le 7 février. Le 7 février. Bon. Alors on va dire le 8 parce que 8. Tant qu'il arrive. Voilà, exactement. Oui. Et en petit, en rouge, et celle des hommes. Oui. C'est un rajout ou c'est voulu, et pourquoi nous rapetisser à ce point? Alors en fait, j'ai insisté effectivement auprès de l'éditeur qu'on implique les hommes dans la charge mentale. Idéalement, au départ, il était question des femmes qui sont, on le sait, plus sujettes à s'occuper, bien sûr, historiquement, et on le sait bien, du travail à la maison, en plus d'un travail à l'extérieur, et donc l'empilement des charges, en fait. La femme fait 3 ou 4 métiers, quoi, que l'homme en fait qu'un. On va dire surtout que la femme est amenée à penser à l'extérieur de son domicile, à tout ce qui se passe dans son domicile. Et c'est ça le concept de la charge mentale, c'est l'empilement. Oui, à gérer, on est au travail et on pense qu'il faut... Parce que nous, les hommes, on y pense aussi. Oui, vous y pensez, mais d'une autre façon. On va dire que le secteur domestique est quand même encore beaucoup celui des femmes, à moins que certains hommes, en effet, aient décidé de s'impliquer volontairement. Et c'est la raison pour laquelle je tenais absolument à ce qu'on parle des hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont aujourd'hui en train de se questionner sur leur rôle dans la maison. Alors, ont-ils le choix? Ces hommes plus jeunes, je vois mes gendres, ils n'ont pas trop eu le choix. C'est-à-dire que ce sont les jeunes filles, les jeunes femmes qui, la société évoluant, voilà. Disent on partage. L'enfant, les couches, c'est pas 50-50, mais on échange. Alors voilà, en fait,
souvent les hommes, là aujourd'hui, dans les couples modernes, on va dire, participent dans la maison à un partage des tâches. Mais le problème de la charge mentale, c'est la pensée. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans votre lieu d'habitation et vous devez réfléchir à ce qui va se passer, c'est-à-dire il faut réfléchir au fait qu'il faut prendre un rendez-vous chez le médecin, prendre un rendez-vous chez éventuellement le kiné ou l'orthophoniste, enfin peu importe. Et ce sont des choses qui sont à l'extérieur de la maison. Les hommes ne sont pas encore trop impliqués sur l'extérieur. Les hommes aujourd'hui sont beaucoup plus impliqués sur l'intérieur, c'est-à-dire peuvent faire les courses, peuvent aider. Mais on est dans l'aide, on n'est pas encore dans l'initiative et dans la gestion complète, pour la plupart des foyers, d'une tâche de A à Z. Ensuite, nous sous-traitons des services. Oui, c'est une forme de sous-traitance. Donc la femme est encore en responsabilité puisqu'elle a demandé. Néanmoins, moi je dis toujours, il n'y a pas de petit profit. L'aide, c'est déjà ça. C'est un premier pas. Et il faut la demander, il faut bien la demander. Et il faut qu'il y ait une réciprocité. Et ça me convient comme base de départ. Et c'est pour ça que je tiens absolument à associer les hommes à ce débat de la charge mentale. Alors, vous utilisez le terme « il faut demander ». Il suffit de demander. Oui. Et là, quand on feuillette les premières pages du livre, et même la première ligne, on évoque Emma. Oui, on évoque Emma. Cette fameuse bande dessinée apparue sur Internet, sur les réseaux sociaux. Oui. Vous pourriez nous en dire un peu en qu'elle a publié aujourd'hui sous forme de bande dessinée qui s'appelle Un autre regard, avec 2 tomes. Mais en effet, le fallait demander, c'est ça qui a mis le feu aux poudres, on va dire, qui a comme une créé évidence. une sorte de tsunami, qui est en réalité une évidence. C'est-à-dire que, oui, il faut demander. Et on ne demande pas toujours. Mais encore, moi je pense que notre travail, c'est d'aller dans le sens de ce qu'Emma a ouvert, c'est une boîte de Pandore qui a été ouverte, et de dire, fallait demander, mais il ne faut pas que demander. Il va falloir créer un dispositif commun avec partage et initiative, et ça c'est bon, ça c'est pour, j'ai envie de dire, les décennies futures, avec déjà aussi des formes d'éducation par le modèle dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire que les modèles parentaux vont aussi donner des modèles aux enfants, et créer des nouveaux modèles parentaux, ça semble vraiment une bonne perspective, en tout cas une ouverture très intéressante pour plus tard, pour aller au-delà du fallait demander. Alors, la charge mentale, comment l'avez-vous détectée? Comment l'avez-vous diagnostiquée? Parce que dans ma consultation... Oui, enfin je ne sais pas, mais là il y a la bande dessinée, il y a d'autres choses, il y a l'expérience, mais le mental, tout le monde parle du mental, notamment dans le milieu sportif. Il faut du mental, il n'y avait pas le mental, et finalement on ne sait pas ce qu'il y a derrière ce mot. Mental. Mental. Alors, oui, sur cette question, j'ai envie de dire, moi ce qui m'a vraiment interpellée, c'était de me dire finalement, est-ce que dans ma propre consultation, que j'anime depuis plus de 20 ans, est-ce que je ne suis pas finalement en train de traiter, moi aussi, une charge mentale de mes patientes qui viennent pour des burn-out ou des situations vraiment d'épuisement, de surmenage, et où, bon, moi j'assimile ça à une surcharge de la vie, etc. Et de détecter, en fait, quelle est la part mentale. Et en fait, la part mentale n'est pas seulement le fait de faire de multiples choses, mais le fait d'être en charge et de se sentir en surcharge dans sa tête de tout ce qu'il faut faire. Et je pense, en effet, que cette charge mentale est relativement dissimulée dans notre vie à tous, et que Emma a eu probablement le mérite de mettre ça en lumière et de poser la question de la répercussion de la surcharge physique que l'on vit tous, dès lors qu'on a un travail, un foyer, des enfants, enfin tout ça, ça s'accumule. C'est aussi quelque chose qui se répercute sur notre mental, sur notre psychologie et sur nos capacités de gestion qui peuvent quelquefois être débordées, quelquefois être dépassées. On peut se retrouver en réelle surcharge et en détresse psychologique, en fait, quand ça va trop loin. Ça concerne également la condition humaine. L'homme, par définition, est ce qu'il est, et c'est une charge en soi qu'il faut porter une vie durant, jusqu'à la mort. Oui. Alors on a ça aussi dans le lien
à notre entourage, on a ça aussi dans le lien à ceux qui nous sont chers, de vouloir être proche d'eux, s'en occuper, ou de vouloir gérer les relations qui sont parfois complexes avec les personnes qui nous sont chères, proches, ou avec lesquelles on est en contact, en dépendance. Ça aussi représente une charge, effectivement, une charge mentale de toute notre vie, en effet. Donc votre expérience clinique vous a amené à constater ce phénomène. Oui, je crois vraiment que ça se détecte. Et ça, c'est quelque chose de nouveau ou quelque chose qui s'accentue? Ou bien est-ce que c'est le regard d'Aurélia Schneider qui... Ben, je crois que j'ai essayé effectivement de comprendre ce phénomène au travers de ma consultation. Et je pense que dans une partie des personnes qui se trouvent en burn-out, soit professionnelles, soit personnelles, hein, on peut être en burn-out parce qu'on est au chômage et qu'on a une énorme difficulté avec tout ce que représente les échéances, les entretiens, la pression lors d'entretiens auxquels on tient beaucoup parce qu'on a besoin de travailler, qu'on a une perspective qui nous tient à cœur et qui nous charge. Donc aujourd'hui, moi je crois que dans un certain nombre de cas, je peux dire que mes patients qui sont surmenés l'ont été parce qu'ils ont été surchargés mentalement, physiologiquement, physiquement et psychologiquement. Et alors, quelle distinction faites-vous avec... Parce que distinguer les choses, discerner les choses, c'est important aussi dans oui. les recettes. Oui, dans les recettes. Le oui. burn-out, expression anglaise ou américaine. Oui, ça fait qu'on est allé... Pour nos internautes de Patagonie, ça veut dire quoi dans votre bouche? Bah, le burn-out, c'est-à-dire qu'on est allé trop loin, qu'on a totalement on n'a plus de ressources, vidé, grillé ses ressources personnelles. C'est-à-dire qu'on est allé au bout, au fond du seau, enfin au fond de soi-même et de puiser dans toutes ces ressources et qu'en fait on peut plus, on n'a plus accès à ses propres ressources. On n'a plus accès à ses propres ressources. Ouais, parce elles ont été carbonisées. Voilà. Ce sont des états où les patients... C'est une maladie, ça. C'est un état. Par exemple, tous les patients en burn-out ne sont pas déprimés. On peut être en burn-out, c'est-à-dire ne plus arriver à se lever le matin pour aller à faire ce qu'on a à faire, rester scotché dans son lit, et pas qu'on soit déprimé au sens de la dépression, où le déprimé raconterait qu'il est incapable, qu'il n'y arrive pas, qu'il n'y a plus de perspective. Les gens en burn-out sont sur un mode « je ne peux plus ». Mais ils ne disent pas qu'il n'y a plus de perspective et que l'avenir est bouché. Ils disent qu'ils n'y arrivent plus. Et c'est ça la grosse différence. Mon livre ne s'adresse pas aux déprimés, spécialement. Mon livre s'adresse à tous ceux qui pourraient avoir un risque, un jour, d'avoir trop puisé dans leurs ressources. Oui, ça reste aux survivants, quoi. Oui, en quelque sorte. Ceux qui se débrouillent comme ils peuvent pour vivre. Oui, absolument. Aux survivants, aux héros. Parce que je considère que, en fait, très simplement, qu'il y a beaucoup de gens qui sont des véritables héros de la vie quotidienne. Parce que ce que l'on fait dans une journée, tout ce à quoi on pense, toutes nos connexions avec les autres, toutes les charges justement que l'on porte, et tout ce que l'on va faire, pas seulement pour soi, mais des choses insignifiantes, pour le bien-être, pour s'en sortir, et bien quelquefois c'est héroïque. On n'y pense pas assez, je le dis dans mon livre, je crois qu'il faut se remercier. C'est l'intérêt de la fameuse deed list, qui est en fait, non pas la liste de tout ce que l'on doit faire, la deed list, ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Et prendre la peine, quelquefois, de se dire, tiens, aujourd'hui, depuis que j'ai mis le pied par terre ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Et bien quelquefois on est très étonné. Très étonné. Si on pense au moindre coup de fil, se dire ah oui tiens il faut que j'appelle machin, c'est son anniversaire. Rien que ça. Hein, on est comme ça, avec des calendriers, on a des dates, on a tout ça dans notre tête. Ça c'est la charge mentale. Et prendre la peine de se dire mais aujourd'hui qu'est-ce que j'ai fait? Pas qu'est-ce que j'ai fait de bien, mais qu'est-ce que j'ai fait? Même des choses normales. On a trop tendance à penser que c'est normal, je le dis aussi, c'est-à-dire que arrêtons de se dire ah, c'est normal, non, j'y pense pas, c'est normal. Vous l'avez fait.
prenez le temps, 3 jours de suite, de vous demander ce que vous avez fait, vous allez voir. Et à ce moment-là, c'est l'occasion de se dire, tiens, c'est pas mal. C'est pas être narcissique, c'est juste dire, bon, c'est bien, c'est sympa. Oui, je suis pas nul. C'est sympa, j'ai appelé machin pour son anniversaire. Il était content, ben ouais, c'est juste ça. Et alors, si on donne la peine de penser à tous les anniversaires de tous les gens qu'on connaît, on a du boulot. Hein. Oui, on a du boulot. On a du boulot. C'est pour ça qu'on en oublie pas mal régulièrement. Mais on se rattrape l'année suivante, dans le meilleur des cas. On ne peut pas penser à tout. Mais alors, Aurélia Schneider, finalement, il y a des héros, oui, on entend bien ce que vous dites, mais les héros vivent les uns à côté des autres sans savoir que le voisin est un héros également. Ouais, c'est très intéressant ça. Ça vaudrait le coup de regarder le voisin un peu comme un héros lui aussi. Ce serait une forme d'empathie. Et j'en parle aussi, et je tiens beaucoup à cette notion, et j'en parle dans le chapitre du couple. Développer de l'empathie, c'est comprendre la position de l'autre. On n'est pas obligé d'adhérer au programme de l'autre. Hein. On n'est pas obligé de penser que ce que l'autre veut faire ou a fait convient parfaitement à ce que l'on est ou à ce que l'on pense soi-même. Mais du moment que c'est son projet à lui, du moment qu'il le fait, du moment qu'il a réussi à faire ce qu'il avait fait, je pense que développer une empathie ou un regard positif sur ce qui s'est passé pour lui ou ce qu'il a tenté de faire me semble déjà intéressant. Hein. Ce qui me semble intéressant dans l'empathie, c'est se dire « Ah, moi j'aurais peut-être pas fait comme ça, n'empêche qu'il a réussi, il a contribué, ok, alors c'est déjà pas mal. » Et dans le couple, notamment, peut-être effectivement si vous chargez votre conjoint d'aller faire les courses, il va vous ramener des saucisses chimiques que vous n'auriez jamais pensé acheter parce que vous achetez bio. Mais pour cette fois, ok, c'est pas le moment de lui dire t'as acheté les seules saucisses qu'il fallait pas acheter, c'est ok, on met les saucisses de côté. Ou t'as acheté 2 fois la même chose. Oui, ou même un nouveau produit ménager, on n'utilise pas cette marque-là. Mais peut-être ce sera l'occasion de le découvrir, ou en tout cas, la fois suivante, dire écoute, les saucisses la dernière fois, est-ce que tu peux penser à prendre, je sais pas quoi moi, des pommes de terre bio? Alors finalement, demander, parler, utiliser les mots, c'est l'essentiel. Oui. Et au début était le verbe, mais bon, ça commence par ça. Oui, ça commence par demander, bien demander, dire écoute, j'aimerais bien que, ça me ferait plaisir, j'en ai besoin. Avoir besoin, par exemple, c'est une notion qui immédiatement va impliquer votre interlocuteur. Si vous dites à quelqu'un j'ai besoin que tu ailles me chercher ça, alors cette notion-là va m'impliquer, parce que vous avez besoin. Et que si votre interlocuteur est bienveillant à votre égard, on espère que globalement on côtoie des gens plutôt bienveillants, ou en tout cas au moins dans une relation convenable, on va dire. On ne parle pas de relation pathologique ici. Non. Je prends bien garde à, disons, éliminer les relations pathologiques. Mais en tout cas, à partir du moment où le conjoint est bienveillant, ou au moins, ou l'interlocuteur, bien demander, ça va commencer par dire « moi j'ai besoin ». Et ça va impliquer l'autre. Et cette demande, elle a toutes les chances de suivre son cours de la meilleure façon. Oui, parce qu'on entend que c'est une demande impliquée. Importante. Et importante. Oui. Et donc là, même si on n'a pas envie, on le fait. Pour l'autre. En tout cas, on y réfléchit. On y réfléchit et ça pose une question intéressante. Ouais. C'est la base du couple. C'est une base. Dans la pratique quotidienne, en éliminant tous les aspects, l'amour éros du départ, et puis qui se transforme il y a l'amour filié, il y a l'amour... mais ça donne une base de discussion. Enfin, ça rend les choses communes de dire j'ai besoin de toi, ou j'ai besoin que tu fasses ça pour moi. C'est impliquant. Je trouve que ce qui est important, c'est l'implication. Et ça peut commencer par des toutes petites choses. On n'a pas besoin de travailler sur d'énormes dossiers. Mon livre et mon travail avec mes patients, surtout mon travail au quotidien, et c'est ça que j'ai voulu transcrire, indique bien que les immenses progrès se font en travaillant marche après marche, micron après micron, et les détails.
Oui, du gain sur des toutes petites choses, du petit quotidien. C'est le petit quotidien qui fait notre vie, qui fait chaque jour. C'est des tas de petits gestes. Oui, mais pour avoir conscience de ça, pour s'approprier ça, cette démarche, il faut avoir une vision globale préalable, non? Oui, il faut surtout se demander si on a intérêt à changer quelque chose dans sa vie parce qu'en fait on aurait un inconfort. Moi, ce qui m'intéresse quand quelqu'un vient me voir, c'est l'inconfort. La plupart du temps, les gens viennent me voir parce qu'ils ont un handicap. Parce qu'ils viennent voir un psychiatre parce qu'ils ont un handicap et ils reconnaissent que ce handicap est pour une grande partie lié à quelque chose de mental, à un dysfonctionnement, on le disait tout à l'heure, un modèle dont ils ne se sortent pas, une voie tracée dont ils n'arrivent pas à trouver des chemins de traverse pour s'éloigner. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'inconfort. C'est l'inconfort et c'est le caillou dans la chaussure. Pourquoi est-ce qu'on marcherait tout le temps avec un caillou dans sa chaussure? Est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter, s'asseoir, enlever sa chaussure, enlever son caillou? Voilà. Mais lorsque les gens viennent vous voir, est-ce qu'ils vous disent les choses de manière directe? Ou est-ce que, à travers ce qu'ils disent, vous cherchez à aller voir où est le problème ailleurs? La plupart du temps, quand les gens viennent me voir, c'est direct, c'est un handicap parce qu'ils sont souffrants. Et il m'arrive de devoir mener une enquête pour comprendre les tenants et aboutissants. Mais la plupart du temps, c'est vraiment très clair. Ce que je trouve très intéressant dans le fait d'avoir finalement métaphorisé ma consultation pour le plus grand nombre, c'est justement d'aller à la pêche et de dire, mais finalement, le handicap, c'est ce qui amène à la consultation, mais l'inconfort, c'est ce qui peut amener à la lecture, c'est ce qui peut amener à la prévention. Moi, ce qui m'importe aussi beaucoup, c'est l'aspect préventif. Quand quelqu'un va mal... Mais vous coupez c'est pas une boutade, pas qu'une boutade, vous coupez la branche sur laquelle vous êtes assise, Aurélia. Ah non, mais non, mais attendez, moi je serais très heureuse d'avoir moins de patients, mais bien sûr. Et de rendre votre tablier. Mais regardez les gastro-entérologues quand ils font des coloscopies, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la prévention. Il n'y a pas plus heureux qu'un gastro-entérologue qui enlève un polype. Parce qu'il dit à son patient, je vous ai enlevé un polype. Alors je vous ai enlevé un polype, sous-entendu, grâce à moi, et à cette coloscopie que vous avez bien voulu faire, parce que c'est quand même casse-pied, vous n'aurez pas de cancer. Génial. Moi, sauf que ça revient parfois. Oui, mais on en refait, on coupe. Donc, si vous voulez, en psychiatrie, en psychologie, on peut retourner dans ses anciens travers. On n'est pas à l'abri. On peut reprendre sa vieille veste et se dire « Oh, finalement, j'étais bien comme ça ». Non, le changement, c'est tous les jours. C'est très difficile de changer. Ça aussi, c'est héroïque de changer. Rester dans son petit chemin, c'est parfois confortable. Changer, c'est autre chose. Moi, mon but, c'est la prévention. Mais c'est changer à la marge, non? Est-ce que l'être humain, chaque homme, chaque femme qui est unique, est-ce qu'il change? Est-ce qu'il peut vraiment changer? Oui. Moi, je suis persuadée qu'on peut changer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut tous changer des comportements. Oui. Et des tout petits comportements, ça, c'est une valeur archi sûre. On change des tout petits comportements. Et c'est le cumul des conséquences des changements. Parce que si vous changez, vous allez bien voir ce qui va se passer. Soit il ne se passe rien. Vous n'êtes ni plus mal, ni mieux, enfin, peu importe. Ok, bon, vous déciderez de peut-être rester comme avant. Et si jamais ça va mieux, si jamais les autres se comportent différemment avec vous, si vous avez du plaisir, si vous avez du soulagement, mais vous n'êtes pas maso, vous allez continuer d'aller dans cette voie-là. Et donc là, c'est là que d'autres changements vont s'opérer, à votre insu d'ailleurs, au niveau psychologique, où vous allez avoir envie que ça recommence. Et alors là, on touche des structures plus profondes, des strates plus profondes que simplement le comportement. L'envie, le désir, ça c'est des strates plus profondes qui vont, à votre insu, complètement se remanier parce que vous allez décider de vouloir faire des choses plus sympas pour vous ou qui vous mettent dans des configurations sociales, personnelles plus agréables. Donc en fait, ces petits changements de comportement peuvent générer des tsunamis en aval. Oui. À son insu. Ça peut générer des véritables modifications et des véritables transformations
personnel, sur le plan psychologique, sur le plan de la façon de voir les choses, et sur le plan aussi de la solidité de l'individu. Sur le plan justement préventif, c'est-à-dire je suis plus solide face aux événements parce que j'ai mis mon énergie au bon endroit. C'est mettre son énergie au bon endroit, là où il faut. Et ça, pour moi, c'est vraiment la prévention de maux beaucoup plus ennuyeux. Mais comment on peut savoir où sont ces énergies? L'énergie, c'est des flux, c'est des choses qu'on sent, c'est du ressenti. C'est du ressenti. Les énergies, c'est du ressenti, mais justement, quand vous allez modifier un comportement et que vous allez vous sentir mieux, ben vous allez avoir envie de retrouver cette chose-là le lendemain ou le surlendemain ou les jours suivants. Donc votre énergie, vous allez l'utiliser autrement. Si vous utilisez votre énergie à faire votre lit le matin avant de partir au travail et vous mettre en retard parce que vous aurez fait votre lit, ranger la baraque avant de partir et que vous n'avez pas pris le bon train, et le train d'après que vous êtes en retard pour toute la matinée, vous n'avez pas mis votre énergie au bon endroit. Vous mettez votre énergie en disant « Ok, pour cette fois je ne fais pas mon lit, pour cette fois je ne débarrasse pas la table du petit déjeuner, ça me coûte, mais je vais prendre mon train à l'heure. » Et une fois dans le train à l'heure, et une fois au boulot à l'heure, là votre énergie, elle va se transformer en énergie positive de « Ah c'est cool, j'ai pas à courir aujourd'hui. » Il va se passer une semaine de difficile, et au bout de 10 jours, si vous estimez vraiment que c'est positif, vous allez le routiniser, et vous allez commencer la journée autrement. Et qui sait si vous n'aurez pas, au final, le temps de juste tirer les draps sur votre lit. Mais comment ne pas culpabiliser? Si je fais mon lit tous les matins, parce qu'on m'a demandé, on m'a appris à le faire, là, la demande était claire, et même avec des conséquences. Et ça fait 30 ans que je fais mon lit tous les matins. Et ma grand-mère, que j'adorais... le faisait. Oui, et elle n'aurait pas aimé que je ne le fasse pas. Bon, comment on s'en sort là? Parce que dans le train, vous dites que les choses vont s'illuminer, mais elles peuvent également noircir. Parce que j'ai pas fait ce que je devais faire. C'est bien le problème, et c'est pour ça d'ailleurs que dans le livre, je dis, il va falloir faire un énorme effort sur vous au début. Il va falloir faire ce que j'appelle des tâches de sabotage, c'est-à-dire sur des micro-petites choses, faire autrement. Et voir ce qui va se passer. Donc il faut se saboter. Ah ouais, il va falloir se faire violence. Mais ça peut être... Non mais saboter, il y a une notion d'action dedans. Oui. Se faire violence, c'est général. Ça va être difficile, et saboter, c'est une action. Effectivement, par exemple, je peux demander à une femme qui fait tout elle-même dans sa maison, sa cuisine, etc., qui épluche ses légumes, d'acheter des surgelés, pour une fois. Des légumes surgelés, épluchés. Et si le mari n'en veut pas, on n'aime pas les enfants non plus. À ce moment-là, si ça va contre le discours ambiant, je veux dire. Il faut le tester sans le dire. Ah il faut faire la soupe sans dire si on a épluché ou pas ses légumes. Il faut voir les conséquences. Les conséquences sur soi, est-ce qu'on culpabilise de ne pas avoir épluché ses légumes? Les conséquences sur l'entourage. Et de ne pas dire la vérité. C'est-à-dire, il n'y aura pas de questions posées, puisque personne ne pose la question de savoir qui a épluché les légumes en général. Si une femme fait attention, est-ce que quelqu'un lui demande, quand on mange la soupe, si elle a épluché elle-même ses légumes? Alors je demande à voir. Oui. En général, on ne demande pas ça. Non. Les légumes, on ne demande pas. On demande si le gâteau est fait maison. Mais les légumes, non. Il y a moyen de trouver des petites tâches de sabotage. Je donne quelques petits exemples, mais vraiment, il y a des choses qui sont comme ça, inscrites et qui pèsent. Donc il faut pouvoir avoir quelques petites pistes comme ça, et puis tester. Il va falloir tester. C'est très courageux, tester. Donc, oui, tester c'est courageux, ça implique un comportement différent. Oui. Ça implique un comportement différent, exactement. Modifier un comportement, volontairement, volontairement, soi-même. Ouais. Alors que personne ne nous a rien demandé, quelque chose qu'on va s'imposer. Mais j'ai coutume de dire, quand on est déjà en charge mentale et quand on est fatigué, on s'impose déjà beaucoup de choses. On ne s'impose pas les bonnes choses. Donc, quitte à s'imposer quelque chose, autant s'imposer quelque chose qui va fonctionner pour votre bien-être ultérieurement, et dans pas si longtemps que ça d'ailleurs. Ça ne va pas prendre trop de temps en général, c'est quelques semaines. Donc sabotage. Oui.
sabotage. Un peu manipulation. Non, non, c'est pas de la non. manipulation. C'est vraiment c'est des tests. C'est des tests. Il faut le prendre de façon ludique. Après tout, il faut le prendre en souriant. Il faut être capable de le faire, ça. Ouais. Alors vous dites une chose qui m'a un peu perturbé. Je ne m'adresse pas aux personnes qui sont des cas pathologiques. Oui. Oui. Et là, finalement, vous proposez des thérapies. C'est des thérapies, mais comportementales et cognitives, donc tout ce qui concerne la pensée. Donc ça veut dire ce ne seraient pas des cas pathologiques? Alors, ce que je ne veux pas mélanger, par exemple, notamment dans le couple, je veux travailler avec des couples qui sont de bonne volonté, c'est-à-dire où les deux partenaires sont de bonne volonté. La femme est de bonne volonté, l'homme est de bonne volonté. Il y a des couples que l'on peut dire pathologiques où l'un des deux partenaires est finalement de moins bonne volonté, avec une difficulté soi-même à évoluer ou à vouloir que le couple change parce que tel qu'il est, le couple convient. Donc ça, je ne touche pas au système où on ne veut pas changer finalement. Moi, ce qui m'importe, c'est que les gens aient vraiment envie de changer et se sentent prêts à initialiser des nouveaux comportements. Et pour ça, il faut en avoir le courage et en avoir la possibilité et la force aussi. Hein. Même des toutes petites choses, il faut à un moment se prendre par la main et se dire, allez, aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais changer ce truc-là. Et ça, c'est pas facile. Et pas parce que je suis en souffrance. Parce que pathologie, c'est quand même souffrance. Alors, je peux le faire parce que je suis en souffrance et que je me dis, il y a une piste ici, mais que j'ai la ressource pour le changer, parce que je vais suffisamment bien pour prendre cette décision. Voilà. Il faut aller bien pour prendre cette décision, même des petits changements mineurs. Hein. Je dis vraiment que le changement, c'est vraiment formidable d'avoir cette possibilité de le faire et c'est remarquable. Hein. Même des toutes petites choses, c'est remarquable d'avoir décidé de changer. Aurélia Schneider, vous êtes extrêmement concrète, oui. De manière surprenante. J'espère. Oui, concrète et amicale. Je veux dire amicale, une attitude amicale, bienveillante, je ne sais pas, je ne trouve pas le terme, vis-à-vis des gens, des personnes que vous évoquez sans les nommer, parce que c'est nous tous. Oui, c'est vous et moi. Oui, moi aussi. D'ailleurs, dans mon livre, je prends au moins vous le dites au départ. Voilà, un exemple très clair du départ et aussi un exemple sur la gestion du temps, où j'ai dû moi-même beaucoup progresser, alors que ça m'était très difficile de bien gérer mon temps. Et c'est du travail. Ça m'a réclamé du travail et ça m'en réclame encore. Et voilà, donc c'est du travail du quotidien. Et je pense qu'il faut se féliciter d'être capable de changer parce que c'est difficile. On est tous dans nos vies avec nos obligations, nos contraintes et on a l'impression que rien ne peut changer. C'est faux. Et quand on change, il faut se dire que c'est un sacré exploit. Alors, pourquoi avoir écrit ce livre? Parce que vous avez fait le chemin et que vous voulez en faire profiter tous les cas non pathologiques. Oui, oui. Moi mon but, c'est la prévention. C'est qu'il y ait moins de gens qui arrivent à nos cabinets, moins de gens qui arrivent jusque chez nous, plus de bien-être, plus de légèreté. Voilà. Parce que vous trouvez que le monde autour de vous et dans votre cabinet, c'est lourd, c'est quand même lourd, oui. Et que ça peut beaucoup d'entre nous peuvent s'en sortir avec quelques... Avec des choses plus simples, des choses simples. Conseils et astuces. Oui, oui. Ce sont des choses que j'ai utilisées avec des patients, des patients lourdement malades et en souffrance. Et donc, en revisitant ces techniques, en les réadaptant pour tout le monde, eh bien, je pense qu'on a vraiment une option préventive. Et par contre, c'est vraiment... Mon livre est ce que j'appelle un self-help book, enfin en anglais, hein, c'est un livre pour s'aider soi-même, avec vraiment une stratégie. On peut picorer, on peut lire de A à Z, on peut picorer, on peut faire ce qu'on veut. Aller dans les chapitres. Voilà, aller dans les chapitres, prendre. Qui sont très détaillés. Oui, c'est
c'est vraiment nombreux. Prendre ce dont on a besoin à un moment donné, le lire, le relire encore, et puis quand on l'a assez lu, le donner, parce que peut-être quelqu'un d'autre en aura besoin, et j'incite au don, évidemment. Donc ça circule. Voilà, que ça circule. Et l'idée, c'est d'aller mieux et de s'alléger. Non, je l'ai écrit pour nous tous, en fait, pour nous tous qui avons envie d'un peu plus de légèreté et de profiter de l'existence. Profiter de l'existence. La plupart, enfin je dis peut-être une ânerie, hein, mais c'est ce que j'ai dans la tête, donc vous me rectifierez. La plupart des psychiatres, du moins ceux qu'on connaît dans un environnement donné, encore que les gens, on n'est pas sûr qu'ils les connaissent, ils ne vont pas dans l'annuaire regarder quels sont les psychiatres, enfin bon, ont tellement de boulot, ou semblent tellement accaparés qu'ils n'écrivent pas. On ne peut pas imaginer qu'ils soient feignants, ou ils n'ont pas cette volonté ou ce talent. Et vous avez été, vous l'êtes encore, je crois, consultante pour l'émission... le magazine de la santé. Le magazine de la santé, qui est une émission qui est suivie par les Français depuis très longtemps, oui. Et qu'ils apprécient et qui a fait évoluer les choses, il faut le dire, dans les prises de conscience. Oui, oui. C'est une de vos cordes à l'arc? En fait, alors je ne suis pas consultante spécialement, simplement je suis très souvent sollicitée pour justement les thérapies comportementales, pour expliquer ce que sont les thérapies ou pour aider à l'orientation. Et je suis très souvent très heureuse de constater que lorsque les Français et Françaises écoutent cette émission, eh bien justement, ils se prennent en charge mieux parce qu'ils se disent « tiens, je vais pouvoir me soigner ». Nous, enfin, je pense vraiment l'âme de l'émission telle qu'elle est, le magazine de la santé, donc sur France 5, c'est... en début d'après-midi. Oui, en début d'après-midi, une émission qui se veut d'information pour que les gens prennent conscience et se reconnaissent, se prennent en charge, se disent tiens, je pourrais faire quelque chose pour moi. C'est vraiment quelque chose de dédié aux soins et à la prise en charge personnelle et à la prise de conscience. Et donc c'est notre but en fait. C'est la prise de conscience, c'est l'aide, et c'est une bonne façon, c'est une merveilleuse façon de communiquer, et je suis très reconnaissante à cette équipe de m'inviter souvent, puisque ça donne aussi une image des thérapies accessibles, qui n'est pas quelque chose qui est justement réservé à un petit nombre. Au contraire, quand on va mal, au contraire, ce sont des méthodes et c'est intéressant de les connaître. Ça augmente la connaissance et ça augmente du coup la prise en charge et la volonté de se faire du bien. Vous indiquez d'ailleurs dans le livre, et c'est pas que ça m'a surpris, mais à une époque où les médias sont vilipendés comme jamais, et les journalistes aussi, vous, quelque part, vous rendez hommage, entre guillemets, aux médias. L'explosion des titres de vie pratique, notamment les magazines féminins, alors, il y a des articles assez remarquables, c'est vrai. Féminins, familiaux, couple. Voilà, familiaux, couple, ça a fait avancer les choses, ça fait avancer les choses, ça peut faire avancer les choses pour ceux qui lisent. Voilà. Pour ceux qui lisent. C'est toujours pareil. Il y a des choses qui vont énormément aider. Parce que y a des articles qui vont donner des pistes, etc. Et ça, c'est vraiment intéressant. Pareil, des émissions à la radio où les auditeurs peuvent appeler, avoir une réponse d'un spécialiste. Ça, c'est génial. Vraiment, ça donne des perspectives. Bien sûr, il y a le côté aussi, le revers de la médaille, avec si on est trop dans la comparaison, si on ne prend pas de recul, on peut trouver toujours dans une description, dans un journal, dans un magazine, d'un homme ou d'une femme qui aurait tout réussi, etc., auquel on se comparerait, et ce serait une mauvaise idée. Voilà, c'est vraiment prendre le bon côté, le côté de l'aide objective, le côté de l'aide efficace, et ça, évidemment, on le trouve à la radio, on le trouve à la télévision, on le trouve dans les magazines. Il y a des choses qui sont intéressantes, et valables et utilisables. Très, très utilisables, bien sûr. Est-ce que vous pourriez définir les limites de votre livre? Je veux dire par là qu'il est évident qu'on ne voit pas de témoignages
de musulmans, par exemple. On ne voit pas de témoignages des femmes qui travaillent dans les taxis à Paris, des africaines, qui sont discrètes, qui ne parlent pas comme les hommes. Alors, en fait, à propos du témoignage des femmes dans les taxis, il y a 2 lignes sur la condition féminine des femmes qui ne peuvent pas, c'est très trivial, hein, mais aller aux toilettes. Et il y a un petit passage sur finalement les maladies qui touchent beaucoup de femmes et qui sont les cystites. Les cystites, oui. Et qui touchent les femmes qui ne peuvent pas aller aux toilettes parce que leur métier les en empêche et qu'il faut savoir qu'en plus de boire, il faut aller uriner. Et effectivement, je parle de ces professions-là, des taxis, des femmes qui sont facteurs, et en disant, mais il y a des problèmes à tous les niveaux et il faut s'en rendre compte, il faut se prendre en charge, alors même que c'est difficile, alors même que la profession ne le permet pas bien. Voilà les obstacles et il faut le savoir et ça pose des problèmes. Et effectivement, parler de témoignages de femmes musulmanes, il y en a une, à un moment, une petite phrase qui m'a été dite par une de mes patientes, qui est musulmane, qui s'appelle Nadia, et qui effectivement dit, ben voilà, quand on est à la maison, on n'a pas d'alibi, on n'est même pas au travail, tout doit être fait tout le temps. Et elle m'a beaucoup touchée en disant qu'elle, à la maison, bouclée, et que de toute façon, il fallait que tout soit tout le temps fait. Et ça m'a touchée. Et je l'ai... Alors effectivement, il y a, voilà, c'est un petit clin d'œil, mais il y est quand même. Et voilà, je pense que les limites de mon livre sont aussi les limites de pouvoir décider de changer, d'avoir envie, d'avoir le courage, de se lancer dans des petites choses, hein, c'est pas évident. Alors, si on lit, on comprend certaines choses, enfin on intègre, on s'approprie certaines choses, mais alors si on n'y arrive pas vraiment, parce qu'on n'est pas forcément en souffrance, mais que, voilà, on n'y arrive pas, quoi, hein, et on fait quoi? Alors on vient vous voir, on va voir un psychiatre, on fait comment? Alors, si on n'y arrive pas et qu'on se sent en souffrance, et qu'effectivement on sent que sur le plan physique, il y a la fatigue, il y a l'insomnie, qu'on a des douleurs, enfin ce que j'exprime dans l'histoire, oui. On peut aller d'une petite fatigue au burn-out. À ce moment-là, évidemment, on consulte son médecin généraliste, on expose ses problèmes et on est pris en charge ou orienté, bien sûr. Enfin, je veux dire, le fait de pouvoir avoir accès aux livres et de pouvoir s'auto-diagnostiquer sur un problème plus important conduit évidemment à la consultation si on sent qu'on ne va pas bien. Maintenant, voilà, on peut lire le livre et ne jamais aller consulter. On peut consulter sans avoir lu le livre, tout est possible. Tout est possible. Mais alors, consulter un psychiatre qui est un spécialiste... On consulterait d'abord son médecin traitant en expliquant les problèmes qu'on aurait. Ouais. Vous en connaissez beaucoup des médecins traitants qui renvoient sur des psychiatres, vous? Ouais. Ben oui, moi j'ai dans mes patients, des patients qui me sont adressés par leur médecin traitant parce qu'il y a eu un bilan qui a été fait, qui est tout à fait normal, la biologie va bien, le cœur va bien, pourtant il y a des douleurs, pourtant il y a des maux de tête, pourtant il y a une fatigue qu'on ne comprend pas et qui creuse. Et donc en fait, bien sûr, c'est une façon d'arriver jusqu'à nous, que la prise en charge médicale est donnée, que tout va bien au niveau du corps, et que au niveau de l'esprit, on flanche un peu. Mais dans le livre, vous indiquez également que parce que ça ne va pas bien dans la tête, le corps en subit les conséquences. Oui. C'est ça le burn-out. Tout à fait. Et ici, c'est le processus inverse. Il faut d'abord vérifier que le corps va bien. Et on vérifie toujours. Si par exemple des patients viennent nous voir en disant « moi, ça va pas, j'ai des douleurs partout », notre premier boulot, c'est de lui proposer de voir sur le plan médical si ça va bien. Vraiment, il n'y a pas de soucis médicaux. Et quand on voit des hypochondriaques, par exemple, c'est autre chose, un autre secteur, mais on les envoie déjà faire un bilan. Après, on dit, ok, vous êtes hypochondriaque, vous avez des douleurs, c'est psy. Mais seulement quand on a un bilan sanguin normal, des examens conséquents qui vont bien. Non, on va d'abord s'inquiéter du corps. Et si le corps va bien et que pourtant il y a des douleurs et que pourtant il y a de la souffrance, alors on va traiter ça sur un autre plan.
D'accord, donc c'est toute une méthodologie qui est celle C'est un soignants. Un parcours de soins, un vrai parcours de soins. Et où on est impliqué, forcément, et où Ouais. on joue un rôle important. Chacun joue son rôle. Le patient joue son rôle parce qu'il a à décrire ses symptômes. Le médecin joue son rôle. Le médecin généraliste joue son rôle. Le spécialiste joue son rôle. Et voilà. Mais dans le meilleur des cas, effectivement, le patient n'en est pas un. Et le patient organise lui-même son mieux-être. Il peut. Il le peut. S'il le veut. Et s'il peut vouloir. S'il veut, s'il y arrive, s'il y a accès, si ça fonctionne. Il faut que ça vienne de lui. Ouais. C'est vraiment une démarche personnelle. Oui. La lecture d'abord du bouquin, ou de tout autre ouvrage sur le bien-être d'ailleurs. Enfin, moi j'ai fait un travail inspiré des thérapies comportementales et cognitives, mais on trouve sur la méditation... ça se développe, ça explose actuellement. Puis tous les recueils, tous les ouvrages de Christophe André qui sont extrêmement à disposition du public au sens de la simplicité du concept, des séances courtes, une initiation pas à pas. Tout ça est extrêmement intéressant. Alors, on ne veut pas vous envoyer des fleurs, mais surtout que vous les offrez vous-même, d'après ce que j'ai cru comprendre. De temps en temps, une rose. De temps en temps, une rose, oui. De temps en temps, une rose, exactement. Mais vraiment, le livre se lit de manière fluide. Merci. C'est bien équilibré, les phrases, on a l'impression de comprendre. Écoutez. Mais c'est vrai que quand on relit, on s'aperçoit qu'on a mal lu la première fois ou qu'on n'a pas été saisi par la substantifique moelle. Mais c'est assez rare ça, parce que les médecins, les spécialistes, c'est quand même parfois compliqué, quoi. Oui. Vous avez fait un effort particulier, ou bien c'est votre éducation, ou vous avez un talent? En fait, c'est surtout, je crois, mes patients qui m'ont habitué depuis 25 ans à tout métaphoriser, à leur faire comprendre... Vous pouvez expliquer pour nos internautes de Patagonie? Alors, métaphoriser. La métaphore, c'est en fait dire quelque chose avec une image. Et trouver une image qui va permettre de parler et d'expliquer le concept. Il y a un moment dans le livre, je prends l'image du chef d'orchestre pour la mère de famille, avec des instruments qui jouent chacun de leur côté. Et il faut créer une unité. Mais tout ça sont des images, des métaphores pour permettre d'expliquer un concept par une image qui va du coup simplifier complètement la compréhension. Et ça, c'est mon travail depuis 25 ans avec mes patients, parce que pour que mes patients comprennent ce que j'ai à leur apprendre et qu'ils l'intègrent comme quelque chose qui va leur faire du bien et qui va leur parler, je me suis entraînée à les aider à conceptualiser de diverses façons. Et dans mon livre, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire. Donc ça ressort, quoi. D'utiliser des métaphores qui pourraient parler à tout le monde. Et aussi piocher dans mes dossiers, parce qu'il y a des cas cliniques qui sont exposés, qui font partie de mon expérience de thérapeute, où j'ai réouvert des dossiers, repris des histoires de patients, des témoignages, j'ai des dossiers dans lesquels j'écris beaucoup. Et de fait, dans ces dossiers, il y a tout un tas de petites phrases. J'ai repris beaucoup de petites phrases de mes patients. Beaucoup. Et c'est ce qui fait, je pense, la richesse du livre qui leur est dédié, d'ailleurs. Je crois que le livre est écrit par mes patients. Beaucoup par mes patients. Et par le thérapeute que je suis. Qui se dédient à eux-mêmes. Oui. Le livre. Oui, enfin, mes patients sont la matière de l'ouvrage, parce que j'ai repris leurs phrases, parce que j'ai repris leurs histoires, parce que j'ai repris leur peine ou leur joie d'ailleurs, ou leur légèreté quand ça va mieux. Et tout ça, c'est un tricotage entre une maille à l'envers du thérapeute, une maille à l'endroit du patient, ou une trame de fil, qu'on pourrait dire, un fil vertical, un fil horizontal. Vous tricotez, quoi. Et ça fait un tissu qui se tient, et je pense que c'est ça la richesse de l'ouvrage, en fait. Est-ce que vous auriez une métaphore pour aider les couples, autrement dit les hommes et les femmes, à mieux se comprendre, sachant qu'ils sont capables, pour beaucoup, enfin on l'espère, de s'entraider et de s'assister mutuellement? Je veux dire par là, c'est quelque chose qui est frappant. Moi je n'écris pas ces choses-là,
mais on observe au fil du temps un certain nombre d'attitudes, de comportements et d'interrogations. Beaucoup d'hommes, beaucoup de jeunes hommes, on va dire des jeunes hommes, hein, on ne va pas... Oui, des jeunes hommes. Des jeunes hommes sont complètement bloqués, ont l'impression, ou n'ont aucune idée du fonctionnement d'une femme. On va dire du cerveau d'une femme. On va parler en cerveau, une métaphore, enfin cerveau c'est pas une métaphore. De la psychologie féminine. Voilà, même les grandes bases, quoi. Il y a eu dans les années 60 les éditions Marabout qui ont publié les bases de la psychologie ou je ne sais plus quoi. C'était une révolution à l'époque. C'est marrant. C'était vulgarisé, oui. Mais les petits garçons des années 60 ont peut-être appris grâce à ça. Mais on dit, est-ce que l'idée générale, donc je cherche une métaphore, hein. Ouais. Bon, et savoir d'abord si le propos est pertinent. Oui. Une femme, pour les plus avertis, on va dire, les plus par rapport à ceux qui semblent patiner dans la semoule et comprennent rien. D'accord. Donc, bon, une femme, un cerveau global qui prend tout en compte. Un homme, il fonctionne par compartiment et fait une chose à la fois. Alors une femme fait une chose à la fois aussi, évidemment. Elle n'est pas comme Shiva avec je ne sais pas combien de bras. Oui, bien sûr. Mais autrement dit, une femme, si elle n'a pas à sourire le matin ou à une attention de son mari ou de son compagnon, voilà, ça ne fait pas la potée, elle ne sera pas aussi bonne, les relations ne seront pas aussi bonnes, parce qu'une femme prend tout en compte. Enfin, c'est ce qui se dit chez ceux qui seraient les plus avertis. Alors d'abord, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas un peu simpliste? Et puis la question est, est-ce que vous avez une métaphore pour aider les couples, les femmes et les hommes, ou les jeunes, on voit beaucoup d'ados, c'est terrible. Moi, il y a des cas dramatiques. J'ai envie de dire, je sais pas si les femmes prennent tout en compte, c'est vraiment... On est bien d'accord qu'on a le même cerveau, hein, vous l'indiquez. Oui, on a le même cerveau. Il y a un cerveau de femme, mais pas différent. Voilà, voilà. Maintenant, j'ai envie de dire... moi, ce qui me vient à l'esprit, là, quand je vous écoute, c'est on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre, c'est-à-dire qu'en fait, de part et d'autre, il faut savoir qu'est-ce qui va faire le miel du couple. Et le vinaigre, c'est la mauvaise communication. Le vinaigre, c'est pas de merci. Le vinaigre, c'est une mauvaise demande. Le vinaigre, c'est trouver que tout est normal et que, voilà, on fait pas d'efforts. Et ça, c'est dramatique. Et voilà, c'est ce que ça m'évoque quand vous me parlez de ça, c'est on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Et c'est des deux côtés. Et en fait... Donc les explications, c'est foireux, c'est les prétextes. En fait, aujourd'hui, si on a envie que les choses avancent, et des deux côtés, il faut savoir trouver la bonne piste pour donner du miel et pas donner du vinaigre. Comment les hommes peuvent justement augmenter le capital miel dans la relation? Comment les femmes peuvent augmenter le capital miel? Tout ça, c'est des questions à se poser par rapport à la psychologie de son conjoint, par rapport à la psychologie de la vie quotidienne, de ce qu'on a tous comme charge. Comment est-ce qu'on va lui demander un truc sans le vexer? Comment est-ce qu'on va lui dire quelque chose qu'on a à lui dire sans la surcharger? Voilà, c'est ça qu'il va falloir trouver et tricoter là encore. Et là encore, hein, c'est la même chose, hein, c'est une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Et on n'a pas besoin de savoir qui fait l'envers et qui fait l'endroit. Et l'envers n'est pas mieux que l'endroit, et l'endroit n'est pas mieux que l'envers, parce que sinon, s'il n'y a que l'envers ou que l'endroit, le pull, il n'est pas tricoté. Et donc voilà, c'est encore, je sortirai encore une métaphore du tricot. Les mailles à l'envers, les mailles à l'endroit ne sont pas les mêmes, mais elles sont obligatoires, et obligatoire d'être bien ensemble au bon moment, au bon endroit, parce que sinon le pull ne tient pas. Et c'est toute la difficulté, je pense, vraiment. C'est une métaphore. C'est quand même une sacrée alchimie. Oui, mais n'empêche que, ok, mais c'est aussi très simple. Très concret. Très concret. On apprend à tricoter. Et tout le monde peut apprendre à tricoter. Le point mousse, tout le monde peut apprendre le point mousse, quoi.
Et mon fils, qui a 12 ans, en art plastique, a fait un tissage. Ils ont fait un tissage. Alors, ils ont mis des fils de laine, comme ça, et après, ils avaient une aiguille, et ils ont fait dans l'autre sens. Ils ont fait du tissage, d'accord? Des trucs comme ça. Maintenant, ils font un patchwork avec tous les tissages des élèves de la classe. Ben, c'est pareil. C'est un fil vertical, un fil horizontal. Et on n'a pas dit que le fil vertical était mieux ou moins bien que le fil horizontal. Par contre, pour faire le patchwork, il faut que tous les élèves aient fait un fil vertical, un fil horizontal, qu'ils aient arrêté les bords, et qu'ensuite on va coudre tout en même temps. Ben, chaque jour, c'est le petit patchwork de chaque élève, et toute l'année, c'est la couverture de toute la classe, quoi. Si vous voulez une autre métaphore, là voilà. Bien écoutez, je vais pouvoir inscrire ce moment parmi mes 3 souvenirs positifs de la journée. Quand ce soir, je vais faire le bilan. Voilà. Et en fait, je ne fais jamais le bilan, mais je vais faire l'effort d'essayer de... Enfin, moi aussi, ça va faire partie de mes souvenirs positifs de la journée, que j'inscrirai dans mes souvenirs du soir. Écoutez, merci beaucoup. Je ne peux plus rien dire. C'est moi qui vous remercie, Aurélia Schneider. Alors, ce livre... Attends. Alors, dis-moi. Ce livre... Le premier. Oui. Le premier, oui. Le premier, peut-être le dernier, je pense. Oui, peut-être le dernier. Oui, on dit ça, mais oui, il ne va pas y en avoir beaucoup derrière, non? Non, je pense pas. Je pense pas parce que, à moins de faire des rajouts, où il pourrait effectivement y avoir d'autres témoignages, d'autres choses auxquelles je penserais, qui seraient presque des agréments, ou qui seraient presque une édition enrichie, on va dire. Non, vraiment, je pense que c'est une bulle. C'est une bulle et... Alors, les contours de la bulle sont souples. Hein. C'est comme une bulle de savon. On peut grossir un peu, peut bouger, comme ça. Mais je pense qu'il est bien compact, bien adapté. Et je ne me vois pas écrire une autre chose, parce qu'il faudra encore 25 ans d'expérience, et là, ça risque de faire beaucoup. Encore 25 autres années. Le fait qu'il soit publié aux éditions Larousse, oui. Est-ce que c'est un pur hasard, ou bien est-ce que ça correspond à l'anniversaire, le 200e, de la naissance de Larousse, qui est iconé, puisqu'il est toussicois. Oh là là. Il a sa statue. Ah, c'est drôle. Et alors, donc, Aurélia Schneider, jouvinienne, études secondaires, Toussy, bon. Larousse est quelque part dans sa tête? Alors, non, c'est un hasard. C'est la directrice éditoriale de chez Larousse qui a été intéressée par une interview que j'avais donnée et qui est venue me dire qu'elle serait très, très intéressée par un livre sur ce thème. Donc c'est une forme de commande. C'est une forme de commande, oui. J'étais très sensibilisée par son intérêt sur la question. Oui, et vous avez eu envie de le faire immédiatement ou bien... Non, il m'a fallu un délai. Justement un délai de détection de la charge mentale. Un délai que j'explique là dans vos propos, c'est-à-dire j'ai dû me dire à quoi ça correspond dans ma vie de psychiatre. Est-ce que la charge mentale, c'est quelque chose que je rencontre? Je me suis aperçue que oui. Et ça a justifié de travailler. Puis il y a eu un petit obstacle quand même, c'est que vous êtes perfectionniste, oui. Au moins vous le dites, oui, et que voilà, ça n'allait pas le faire. Au début, je ne vais pas pouvoir faire ça. Ça va être trop compliqué, je ne vais jamais y arriver. Et pourquoi ça l'a fait? Ça l'a fait parce que justement, j'ai utilisé les méthodes que j'apprends aux patients, c'est-à-dire, ok, alors à chaque jour, on va écrire un petit quelque chose. Et à chaque jour, on aura fait quelque chose. Et à chaque jour, on aura fait son petit morceau de patchwork.